à Hong Kong, c'est bien ça? C'est ça. Depuis combien de temps? Ben, ça fait 2 ans, 2 mois que je suis là-bas, depuis novembre 2010. Depuis novembre 2010. Voilà. Et comment on peut se retrouver à Hong Kong, si loin de Ouagadougou, si loin de votre Widi natal? Comment c'est bon, vous savez, comme on le dit dans notre jargon, la musique n'a pas de frontières. Ok. Voilà. Donc, c'est toujours par le biais de la musique que d'une minute à l'autre, voilà, On est parti. j'ai passé les frontières. Voilà. Alors, je le disais tantôt, percussionniste, c'est bien ça? Exactement. Longue et riche expérience derrière vous, qui a commencé d'abord à Ouagadougou, c'est ça? À Ouagadougou. Déjà dans la famille, avec le papa, puisque c'est lui qui animait toutes les cérémonies à Ouagadougou, telles que les mariages, les baptêmes, Les Gandjoba, les cérémonies de décès aussi, sans oublier. Donc, c'est au cours de ces cérémonies que j'ai commencé à jouer, tout doucement, avec la famille, avec les frères, les cousins. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà. Ensuite, un passage en Europe. Plusieurs passages en Europe. Presque, bon... Avec des résidences, je veux dire. Beaucoup. Beaucoup de choses en Europe, en Amérique, et avec beaucoup d'artistes aussi burkinabés. Voilà, il y a eu toutes ces expériences. Mais bon, après tout ça, voilà, le bon Dieu a guidé mon chemin ailleurs. Ben, là où je suis, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait. On est presque... Il y a un groupe sénégalais qui est là, plus moi. Donc, c'est fini, quoi. C'est fini, quoi. Voilà. Alors, l'expérience de Hong Kong, j'aimerais qu'on en parle. Je le disais tantôt, si loin. Hein, si loin. Loin. Hong Kong, c'est pas la porte à côté. Vraiment loin. On ne voit pas de compatriotes là-bas non plus, comme à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. En tant que Burkinabé résident là-bas, nous sommes 3 Burkinabés. 3 Burkinabés à Hong Kong. Voilà. Là où il y a plus de gratte-ciel que d'habitants. Exactement. Exactement. Alors, lorsqu'on arrive à Hong Kong, c'est un projet qui vous a envoyé là-bas? C'est comment? Oui. Un projet de résidence, c'est quoi exactement? Non, pas un projet de résidence. En fait, en quelque sorte, j'ai travaillé avec quelqu'un ici à Ouagadougou. À l'issue de ce travail, il était satisfait. Il m'a dit qu'il a atteint ses objectifs. Okay. Mais c'est une personne aussi qui essayait d'organiser un festival. Donc, il voulait profiter avec mon groupe pour pouvoir asseoir son festival en quelque sorte. Okay. Donc, on a essayé par tous les moyens, mais il n'a pas obtenu le financement qu'il fallait pour pouvoir faire partie de mon groupe de 10 personnes. Okay. Et par la suite, il s'est retrouvé dans une collaboration avec une structure chinoise qui dispense des cours, toutes sortes de cours dans les écoles. En fait, que ce soit la natation, tous les domaines, natation, football, les grimpes sur les arbres, sur les roches, il y a tout en fait. Donc, dans la structure, maintenant, ce qui les manquait, c'était le côté musical. Qui les manquait. Donc, on lui a proposé cela. Et lui, il n'a pas hésité, il m'a fait appel. Il t'a fait appel. Voilà. Alors, quand on arrive à Hong Kong pour la première fois, quelle impression? Oh, ça... Ma première impression, vous savez, c'est un monde complètement différent de la nôtre. C'est un monde différent aussi de l'Europe. Okay. Ils ont leur civilisation à eux et ils sont authentiques. Ça, il faut le reconnaître. On a l'impression, beaucoup plus, contrairement à ce qu'on voit à la télé, qu'ils sont beaucoup plus évolués. Oui, l'évolution, vous savez, ça c'est un peu... Même ici en Afrique, quand on veut montrer l'Afrique en tant que telle, quand c'est nous-mêmes qui montrons l'Afrique, nous montrons le côté... Là où c'est bien évolué, là où c'est bien. Mais en réalité, quand on va en profondeur, on se rend compte aussi des difficultés ou des petites erreurs que nous commettons par rapport à notre statut, parce qu'on donne le bonne image de nous, alors que c'est pas ça. Mais les Européens, quand eux, ils montrent l'Afrique, c'est tout à fait le contraire. Ils montrent le côté néfaste de l'Afrique. Et les gens, jusqu'à un tel point même que ça effraie d'autres personnes. Qui n'ont plus envie de venir nous voir. De venir en Afrique parce qu'ils se disent non. Là-bas aussi, c'est presque pareil. Par exemple, c'est là où on dit il y a la famine, qu'on montre. Quand on montre l'Afrique, c'est jamais le bon visage. Bon, ça se comprend. C'est aussi une mentalité peut-être pour toujours faire des demandes, avoir des financements. Donc ça, on ne peut pas les en vouloir. Mais en quelque sorte, chacun reste... Partout, on a
le bon côté et le mauvais côté. Donc Hong Kong, c'est vraiment une société très conservée. Très conservée. Très conservée. Et c'est maintenant même qu'ils commencent à s'ouvrir aux étrangers. Sinon, avant, je me rappelle quand je suis arrivé, nos aînés qui sont là-bas, il y a un qui me disait que tu rentres dans le métro est plein à craquer. Mais en tant qu'Africain, quand tu rentres, on te fait une grande place. Ah. Et il y a d'autres même qui descendent du métro. Parce que voilà, il y a un Africain qui est rentré dans le métro. Il y en a qui n'ont jamais vu d'Africain. Exactement. C'est pas que ils ont une mauvaise notion de l'Africain en tant que tel. Et en second plan, comme on ne parlait pas bien de nous, on ne donnait pas une bonne image de nous, ça les effrayait. C'est juste ça. Mais maintenant, ils se marient aux Africains. Ils commencent à nous causer. Mais dans le temps, tu ne pouvais pas voir ça. Tu ne pouvais pas voir. Donc les choses, ça évolue. Et c'est ce qu'il faut. D'accord. Alors, votre expérience musicale à Hong Kong, c'est la percussion. Exactement. Chose que vous faites d'ailleurs avec beaucoup de maestria. C'est quoi vous faites exactement à Hong Kong? Bon, disons, en réalité, je suis un percussionniste. C'est ça mon boulot. Mais je suis à part pris comme enseignant. Ok. En fait, là-bas, je dispense que des cours je dispense les cours que dans des écoles. Dans les maternelles, primaires, secondaires, et une fois en passant à l'université. À l'université. Et en dehors de ça, vous savez, ils ont des centres sociaux de vieilles personnes, les centres de retraite. Et je travaille aussi avec ces vieilles personnes. C'est des mamies, en quelque sorte. Et ce qui me plaît en travaillant avec ces mamies, c'est de les voir en train de revivre une nouvelle vie. D'accord. Musicale. Et ça, en fait, là, j'avoue que je suis mentalement du bas jusqu'en haut. C'est plein parce que, avec ces différents âges, tu es obligé d'adopter différents comportements. Différentes attitudes. Différentes attitudes. Et ça alors, fait on va prendre d'abord un premier niveau. Oui. On va prendre un premier niveau, oui. La maternelle. La maternelle. Alors, la maternelle, comment vous arrivez comme ça avec votre djemé? Oui. Et les enfants, ils vous regardent. Quand j'arrive, les enfants, ils sont assis, ils me regardent. Mais le premier point, c'est quoi? L'enfant, il faut lui faire oublier qu'il vient pour jouer au djembé. Ok. Mais pourtant, il va jouer au djembé. Il va jouer au djembé. Donc, je les amène d'abord sur leur propre terrain, ce qu'ils aiment, les amuser. Et pendant qu'on s'amuse, on chante, je les fais bouger, mais c'est sous forme, on bouge, mais c'est sous forme de danse. Mais pour eux, ils bougent. Tout à fait. On les fait sautiller parce qu'ils aiment, ils adorent, ils ont de l'énergie à dépenser. Et après, on les fait jouer. Et quand ils jouent, c'est déjà, on ne les fait pas jouer pour construire quelque chose en tant que tel, mais on les fait jouer pour les préparer d'une manière ou d'une autre à aimer l'instrument et dans le futur, à les amener maintenant à s'imprégner comme il faut. Tout à fait. Voilà. Et quand ils découvrent l'instrument, c'est comment? Ils sont fous. De la curiosité. Ils sont fous de l'instrument parce que ils se mettent et ils tapent vraiment. On dit de jouer, mais eux, ils tapent. Donc ça, c'est autre chose. Ils ont de l'énergie arrivant de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il y a d'autres, on est obligé de les arrêter parce que tellement qu'ils tapent, et ils peuvent se blesser. Donc il faut les arrêter, les calmer un peu, et après on va doucement. Bon, ils sont difficiles aussi à contenir parce que c'est des enfants, ils veulent s'amuser. Donc il faut toujours trouver le moyen. Donc il faut que tu te mets à leur niveau. Et quand ils découvrent le djemé, c'est un instrument qu'ils n'ont pas dans leur civilisation. Oui. Ils ne l'ont pas dans leur civilisation, mais eux, ce qu'ils ont, c'est comme les dundum, les gros tambours. Donc, les gros tambours, il faut jouer avec la baguette. Alors, le djembé, il faut jouer directement avec la main. Ils adorent ça plus. Parce que le contact est direct. C'est le contact qui est direct. Et en second plan, ils n'ont pas ça dans leur culture, mais vous savez, un peu les pays comme les non-Égyptiens, comme la Taïwan, c'est des pays dans lesquels le jeu du djembé est développé quand même. Ah. C'est développé là-bas. Jusqu'à ils en fabriquent. Ok. Ils en fabriquent. Ça veut dire toute l'Asie, tu vas un peu partout en Asie, tous les djembés que tu rencontres, c'est les djembés de l'Indonésie et de la Taïwan. Ce ne sont pas des djembés qui viennent d'Afrique? Non. C'est des djembés fabriqués sur place là-bas. Bon, nous, c'est vrai que quand nous on amène nos percus, ils voient tout de suite la différence. Parce que ce n'est pas la même chose. Même le bois n'est pas le même. Exactement. La peau de chèvre n'est pas... La manière de construire le truc aussi, la manière de la conception n'est pas pareille. Voilà. Donc ça fait que on ne peut pas beaucoup exporter aussi parce que avec le coût du transport, et le temps que ça arrive, c'est pas facile. Et quand nous on arrive, le prix à laquelle nous on veut vendre,
ça peut pas marcher trop, parce que ces djembés sont très très moins chers. Ces djembés sont fabriqués à la machine d'une minute à l'autre. Ils ont fabriqué 20 000 djembés. Et nous, il faut prendre une semaine pour faire un djembé. Donc, c'est pas les mêmes données, donc ça peut pas. Donc, ça fait que nous-mêmes, on se fatigue pas pour exporter beaucoup. Parce que dès que tu veux, tu mets le prix réel, ils vont te dire, ah, il y a des djembés là-bas à ce prix. Bon, tu fais quoi? T'as pas le choix. T'as pas le choix. Voilà. Donc, mais quand ils sont contents de jouer sur nos djembés parce qu'ils voient tout de suite la différence. En termes de sonorité voilà. même. Donc, tous ceux qui essayent d'être professionnels dans ce métier, eux, ils nous demandent directement. Peux-tu m'amener un djembé de chez toi? Et eux, ils nous demandent directement. Donc, ils payent le coût parce que c'est des gens qui connaissent l'importance. Voilà. Alors, second niveau, dans les écoles. Là, on était à la maternelle. Voilà. Les gamins, ils viennent, ils s'amusent, ils tapent, ils sautillent. Mais au second niveau? Au second niveau, c'est un peu plus facile. Parce que les enfants, ils ont déjà... C'est pas seulement le jeu du djembé qu'ils apprennent, puisque là-bas, tous les instruments sont en jeu, tels que la batterie, le piano, des trucs. Donc, c'est des gens qui ont déjà eu des... Même à la maternelle, on les fait beaucoup chanter, mais ils jouent pas au piano, ils jouent pas aux instruments. C'est seulement le djembé, ils jouent beaucoup. Mais au premier niveau, déjà, on commence à les initier à d'autres instruments. Donc, ça fait que ils ont un peu plus de conscience. Mais toujours, ils sont agités. Agités, tout à fait. Ils sont toujours agités. Donc, c'est comme je l'ai dit, tu es obligé d'aller au même niveau que eux, essayer de les contenir. Et vous savez que c'est à ce niveau aussi que le banditisme commence à naître aux enfants. Donc, il y a d'autres qui veulent toujours distraire les autres. Il y a d'autres qui veulent toujours montrer qu'ils jouent mieux que l'autre. Donc, ce niveau aussi, il faut le corriger pour avoir un groupe homogène. Sinon, on ne s'en sort pas parce que après ça devient... Des petits problèmes de gauche à droite qu'il faut gérer. Ça, on le gère beaucoup. Pendant qu'on est en train de jouer, tu vois deux qui sont en train de se taquiner, qui font des trucs, où il y a un qui se moque de l'autre parce qu'il ne joue pas bien. Bon, ça, on le gère toujours. Mais bon, on finit par s'en sortir. D'accord. Voilà. Ensuite, à l'université, là, c'est toute autre chose. Hein? À l'université, quand on arrive, là-bas, il n'y a pas de temps à perdre. Là-bas, il n'y a pas de temps à perdre. Souvent même, et on les envoie. Voilà. Souvent même, on les envoie une vidéo à l'avance. Ok. Puisque tout est chronométré, il faut aller à 100 à l'heure. C'est pas comme ici où on dit 15h, on vient à 16h. Et puis on dit, bon, ok, on peut débrouiller quelque chose. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la moindre des choses. La clé du professionnalisme, c'est le temps. C'est l'heure déjà. Ça, c'est la clé du professionnalisme. Et donc, il faut être là, pile poil. On ferme la porte. On a fini. Ok. Et ça, c'est un autre niveau parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler. On n'a pas besoin de les donner des règles morales, des règles de conduite. Non. Tu viens, tu as quelque chose à donner, tu donnes, point, à la barre. D'accord. Voilà. Mais à ce niveau, est-ce que disons, le contenu de l'enseignement du djembé change au niveau de l'université? Changer en tant que tel, non. Parce que même s'ils sont à l'université, il reste quand même des gens novices du djembé. Ils découvrent toujours le djembé. Donc, seulement, avec eux, on n'a pas de règles de conduite à leur donner. Seulement ça. Et comme c'est des gens matures, ils savent de quoi ils veulent. De toute façon, c'est pas imposé. C'est eux qui choisissent de le faire. Et je pense qu'à l'université, quand on atteint l'université, voilà. Donc, on sait pourquoi on veut faire ça. Tout à fait. Voilà. Donc, là-bas, vraiment, ça va vite, quoi. Ça va vite parce que quand on arrive, c'est seulement, il faut construire un spectacle. Et donc, c'est des choses qui vont vite avec, ils sont déjà prêts à le faire. Donc, et c'est avec cœur, c'est avec âme, ils le font vraiment, quoi. Parce que ça me surprend quand même parce que dès que tu es en face d'eux, tu sens l'envie, tu sens leur volonté d'aboutir.